L'heure de vous informer. Le journal Moussa Papa Aïdara. Le monde de la culture en deuil, fin des claps pour le parcours de celui qui aura consacré sa vie au 7e art. Souleymane Cissé, célèbre scénariste, producteur et réalisateur n'est plus. À 84 ans, il boucle ainsi un long métrage de sa vie cinématographique qu'il avait dédié au continent africain. Double détenteur de l'étalon d'or du Yénéga et une carrosse d'or au Festival international de Cannes, la légende du cinéma force compagnie à ses collègues à moins de 72 heures du FESPACO. La journée du 20 février rend hommage aux victimes des catastrophes aériennes. Il s'agit d'un moment de recueillement et de compassion à l'endroit des familles des victimes, bouleversées pour toujours à cause des accidents d'aviation. Le Mali n'est pas resté en marge de cette commémoration. Actualité sur la scène internationale au Sénégal, le gouvernement dénonce la violence autour des combats de lutte. Dans la foulée, la Commission nationale des droits de l'homme a appelé à suspendre provisoirement les combats de lutte pour endiguer les violences. Sport football sur le continent, le Mali joue cet après-midi contre le Gabon dans le cadre des éliminatoires Cannes féminines 2026. En basketball, éliminatoire Afro-Basket en messieurs Angola 2025. La troisième et dernière fenêtre est programmée ce week-end au Maroc. Et puis protection des droits de l'homme, les lanceurs d'alerte peuvent désormais signaler les abus sans crainte de représailles à condition qu'ils remplissent les conditions. Qui est lanceur d'alerte ? Quelles conditions doit-on remplir avant de lancer l'alerte? Élément de réponse en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Écran noir dans les salles de cinéma. Le célèbre cinéaste Souleymane Cissé est décédé hier après-midi à l'âge de 84 ans. L'homme, dans sa carrière cinématographique, a reçu plusieurs prix, dont 2 étalons d'or au FESPACO, Festival panafricain du cinéma, et une carrosse d'or au Festival international de Cannes. Ce décès est une grande perte pour la nation malienne et le monde du cinéma. Écoutons le ministre de l'Artisanat, de la Culture et de l'Industrie hôtelière et du tourisme, Mahmoud Affé, juste après l'annonce de ce décès. Nouvelle, le départ à Dieu de notre frère Souleymane, qui a été le double étalon de Yenanga. Souleymane était immense, c'était un grand créateur, un grand patriote, un grand malien. Les mots nous manquent, c'est les lieux de saluer sa mémoire, sa famille éplorée, pour dire que toute la nation reconnaissante adresse à sa famille nos condoléances les plus émues, les plus attristées, que son âme repose en paix et que la terre lui soit légère. C'est une grosse perte pour la nation malienne, pour tout le continent africain. C'est un grand Africain que l'Afrique et le Mali viennent de perdre. Très triste, nous sommes à la veille du FESPACO, la 29e édition, où le célèbre, l'immense Souleymane Cissé était le président du jury. Donc c'est une nouvelle effarante et qui va bouleverser beaucoup de choses dans le cinéma africain. À l'instant donc, Mahmoud Affé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du tourisme, qui s'exprimait au micro de Mariam Koulibaly. Je le disais, le Mali et le monde du cinéma viennent de perdre un grand baobab. Il s'agit de Souleymane Cissé, double détenteur de l'étalon d'or du Yénéga. Le réalisateur malien a rendu son dernier souffle hier 19 février 2025. On revient pour vous sur le riche parcours de l'homme et celui-là même qui a été distingué par la Société des cinéastes Carrosse d'or au Festival de Cannes en 2023. Sur Ibrahim Keïta sur le parcours de la légende africaine du cinéma. Le grand et célèbre cinéaste malien avait rendez-vous dans 72 heures avec le FESPACO. C'est faussé. C'est bien celui de la Grande Faucheuse qui sera respecté ce mercredi 19 février 2025. Le FESPACO, orphelin de son recordman des étalons Yelenga, pas que ça, celui qui était désigné pour présider la catégorie fiction long métrage de la 29e édition du FESPACO, venait juste d'animer une conférence de presse à cet effet. Juste après, il rentre à domicile pour déjeuner, pour s'étendre un peu.
Il n'en reviendra donc plus jamais. À 84 ans, Souleymane Cissé range définitivement ses clichés. Après 50 ans de réalisation cinématographique, figure emblématique du cinéma africain de la génération des Sambène Ousmane, le natif de Niamina dans la région de Koulikoro, primé 2 fois à Cannes, s'était révélé l'une des pièces maîtresses du cinéma en général, africain et du FESPACO en particulier. Il avait l'art de la production dans le sang, avait un lien à la limite fétichiste avec le FESPACO et venait d'être davantage galvanisé par l'initiative des autorités de son pays ayant déclaré 2025 année de la culture. Comme tout homme engagé digne de ce nom, il est mort avec la tête toujours pleine de projets, malgré l'âge et n'en déplaise à la faucheuse. – 7h06, les membres de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ont été reçus par les patrons du secteur privé, ce secteur qui occupe une place importante dans l'économie malienne. Ainsi, les échanges avec la commission en charge de l'avant-projet de la Charte ont porté sur la production de l'économie, la lutte contre le chômage, entre autres. Kadia Toukone. Nous sommes conscients du rôle que chacune de vos organisations jouent dans notre société. Un message face au secteur privé dans toute sa composante. Le président de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale explique la volonté du président de la transition à trouver une solution commune pour la paix et la cohésion sociale au Mali. À travers ces échanges, Ousmane Issoufi Maïga et son équipe entament ainsi la dernière ligne droite de leur travail. Occasion pour la commission de recenser les préoccupations de cette couche stratégique dans la consolidation de la paix et de la réconciliation au Mali. Sidi Danyogo, premier vice-président du CNPM. C'est un enjeu national, que nous avons besoin de plus d'investissements, que nous avons besoin de plus de production industrielle, que nous avons besoin de transformer et que nous avons besoin de faire en sorte qu'au Mali, l'emploi, le chômage soient considérés comme des enjeux nationaux et des préalables à traiter qui vont favoriser la paix et la réconciliation nationale. C'est à ce niveau simplement que nous suggérons qu'il puisse avoir, dès le document, dès le départ, un élément factuel qui fait ressortir que tout ce qui est recherché va partir des éléments factuels à traiter et qui vont favoriser l'atteinte de ces objectifs. Boubacar Sow, rapporteur général de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Le travail est au cœur du respect, de l'honorabilité, de la paix et de la cohabitation entre les individus aussi bien qu'entre les communautés. Parce que le travail est la première source de revenus et qui permet effectivement de faciliter la cohabitation. Nous attendons des contributions encore peut-être plus pointues pour alimenter encore, améliorer le document. Gimbala Bagayogo, représentant du ministère de la Culture. Au lieu d'avoir la majorité des jeunes qui vont à l'université pour que nous ayons des jeunes beaucoup plus aptes à travailler au niveau des différents secteurs de l'économie. Boubacar Sow, rapporteur général de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Le manque d'emploi explique en partie l'affaissement de notre pays aujourd'hui. Nous avons une jeunesse très dynamique, engagée, mais qui reste dans une situation de chômage qui ne favorise pas son insertion sociale, alors que la jeunesse devrait être l'espoir de ce pays. À l'issue de ces échanges jugés fructueux, les invités du jour expriment leur engagement à accompagner la commission. Cela rassure-t-il à travers leur connaissance et expertise afin d'instaurer enfin la paix tant prônée au Mali. C'est en travaillant ensemble que nous améliorerons le climat social au Mali et nous créerons ainsi une prospérité pour les générations à venir, déclare pour sa part le président de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Ousmane Issoufi Maïga, président de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte de paix et de réconciliation nationale. Les hommes d'affaires, les entreprises, le patronat, tout, vous devez créer les conditions optimales. Engageons-nous à sauver notre pays.
Après les débats, le secteur privé affiche tout son soutien au processus engagé par les autorités de la transition visant à promouvoir une croissance durable et inclusive dans un Mali en paix et réconcilié. Le monde célèbre aujourd'hui 20 février la journée internationale de commémoration des victimes d'accidents d'aviation et de leurs familles. Cette journée constitue un moment de recueillement et de compassion à l'endroit des familles des victimes bouleversées pour toujours. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du Territoire et de la Population, assurant l'intérim de son collègue en charge des transports, a exprimé la clémence de la nation qui n'oublie pas les victimes. Seydou Traoré. La commémoration des victimes des catastrophes aériennes a été approuvée par l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI lors de sa 224e session. Il s'agit de rendre à la fois un hommage aux victimes, mais aussi d'inviter les États à s'investir davantage dans le secteur de l'aéronautique. Imran Abdoulaye Touré, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du Territoire et de la Population. Les accidents d'aviation n'ont pas la fréquence observée dans les autres modes de transport, mais ils frappent les esprits par la gravité de leurs conséquences. L'histoire de l'aviation civile internationale est marquée par des progrès techniques et technologiques considérables, accompagnés de mesures de sécurité et de sûreté plus rigoureuses, notamment dans la conception des aéronefs et le suivi des procédures d'accès aux aéroports et aux aéronefs. Nonobstant les mesures ci-dessus évoquées, l'aviation concerne des accidents et incidents. Les accidents sont principalement dus à des erreurs humaines, des défaillances techniques, des conditions météorologiques extrêmes, des défauts de communication, des incursions sur l'air des mouvements des aéronefs. Chaque catastrophe reste une tragédie pour l'aviation civile. C'est pourquoi le 20 février constitue un moment de rappel et de compassion à l'endroit des victimes de crash d'avion. Au Mali, la journée internationale de commémoration des victimes de catastrophes aériennes renvoie la mémoire collective aux accidents d'avion survenus sur le territoire du Mali, dont les plus meurtriers furent le crash de l'Antonov 24 de la compagnie nationale Air Mali en 1985 à Tombouctou, qui a fait 51 victimes, dont 6 membres de l'équipage. Le crash du MD-83 du vol Air Algérie 57, qui a eu lieu dans la localité de Boulkessi, commune de Mondoro, en 2014, et à l'occasion duquel 116 personnes à bord ont péri. En cette journée du souvenir, je me fais l'écho de l'hommage solennel que le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, le premier ministre chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Meiga et toute la nation malienne rendent aux victimes de cette tragédie et à toutes les victimes d'accidents d'aviation au Mali et dans le monde. Le ministère en charge des transports, par la voix de son collègue, rassure que l'État malien assumera le devoir de mémoire et de soutien en faveur des victimes et de leurs familles. AES Actualité. Et pour commencer, nous sommes au Burkina. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, en mode supervision des activités de contre-saison à Dori dans le Sahel. Le commandant Ismaël Sombié était hier sur les berges de la Grande Mare de Dori, où des producteurs expérimentent la production du blé. Pendant cette campagne sèche, des milliers de producteurs produisent plusieurs spéculations dans le cadre de l'offensive agricole. La correspondance de Séni Kemteré de la radio du Burkina. La question c'est, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié sur les berges de la Grande Mare de Dori. Sur ces sites maraîchers, de 22 hectares aménagés, ils sont plus de 1000 producteurs à s'adonner à la maraichculture. Ici, plusieurs spéculations comme la pomme de terre, l'oignon, le sou sont produits. Une autre production qui suscite admiration est le blé de plus d'1 hectare en expérimentation. Le ministre d'État Ismaël Sombié. Nous leur avons témoigné notre satisfaction, nous leur avons également exprimé en tout cas l'engagement des plus hautes autorités, notamment son Excellence le Président du FASO, à faire en sorte que les mesures soient prises pour aménager les sites qui doivent l'être et également apporter les moyens de production nécessaires pour faire en sorte d'accroître la production au niveau local. Sur ces sites, ils sont plus de 300 personnes déplacées internes qui tirent leur épingle du jeu. Et c'est l'occasion pour le premier responsable en charge de l'agriculture burkinabé de saluer leur résilience. Je suis également content de l'accueil qui leur a été réservé par les populations hautes et qui leur a également donné des espaces pour pouvoir produire, qui se sont souvent mis en collaboration avec eux, en communauté avec eux,
pour pouvoir aménager des superficies. C'est l'exemple du champ dans lequel nous sommes, qui est un champ communautaire, et les revenus seront pour l'ensemble de ces populations. C'est donc un modèle de résilience, un modèle également d'adaptation qu'il faut encourager et un modèle de solidarité qu'il faut promouvoir sur toute l'étendue de notre territoire. Le représentant des producteurs, Mamadou Amadou alias Tango, salue la visite du ministre. Lui-même, il a souligné qu'il ne pensait pas que tout ça c'était possible à Dori ici. Il est venu, il a vu lui-même de ses yeux ce qui est faisable ici. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Une remise d'aliments pour bétail à des producteurs, une rencontre d'échange avec le personnel en charge de l'agriculture du Sahel et les forces vives a mis fin à la tournée du ministre ici à Dori. Le Niger dans l'actualité. En marge des travaux des Assises nationales pour la refondation du Niger, les membres de la sous-commission refondation politique et institutionnelle ont apporté leur soutien au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie et au Fonds pour la lutte contre le décès maternel et périnatal évitable. La remise officielle du fonds collectif s'est déroulée en présence de la présidente du comité de gestion de Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, Fatih Abdoulaye de la radio du Niger. En marge des assises nationales qui se tiennent à Niamey, la sous-commission refondation politique et institutionnelle a fait un geste en faveur du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie et le Fonds de lutte contre les décès maternels et périnatales au Niger. Il s'agit d'une contribution de 277 250 francs CFA. Nuhu Arzika, président de cette sous-commission. À l'initiative des membres de notre sous-commission, nous avions demandé de faire promener une calebasse dans la salle. À l'issue de cet exercice, on a pu mobiliser 277 250. Tout cela devait être remis au Fonds de solidarité. En réceptionnant la somme, la présidente du FSSP, ambassadrice de la lutte contre les décès maternels et périnatales au Niger, a remercié les membres de cette sous-commission pour leur geste patriotique. Madame Brareki Moussa Germakoy. Au nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et au nom de tous les membres du Conseil, nous voudrons vous exprimer nos sincères remerciements à tous les membres de votre commission pour ce geste hautement patriotique et la contribution financière au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. À noter que cette contribution de la sous-commission numéro 2 présidée par Nuhu Arzika témoigne du patriotisme et de la solidarité de nos concitoyens. Actualité internationale à présent au Sénégal, la police nationale suspend jusqu'à nouvel ordre la gestion de la sécurité des combats de lutte après de nouveaux incidents dimanche dernier et la mort d'un supporter à l'issue de l'événement sportif. Dans la foulée, la Commission nationale des droits de l'homme a appelé à suspendre provisoirement les combats de lutte, le temps de prendre des mesures pour endiguer les violences, alors que de nombreux galas de sport hyper populaires sont programmés dans les prochains jours. Actualité dans l'est de la République démocratique du Congo, après avoir pris le contrôle de la cité de Kamanyola, située à environ 45 km de Bukavu, dans la province du Sud Kivu, les combattants de l'AFC M23 poursuivent leur avancée en direction de Uvira, puis au sud. Des tirs sporadiques et un climat de panique ont été signalés dans plusieurs localités environnantes, y compris à Uvira, ville située sur la rive du lac Tanganyika. À Uvira même, des tirs étaient même entendus et des pillages se sont poursuivis hier, paralysant tout mouvement, y compris celui des ambulances. Au sud du Soudan, les tensions entre les forces armées du président Salva Kiir et celles du vice-président Riek Machar se multiplient depuis le début de l'année en équatorial occidental. Et ici, les deux camps réitèrent leur attachement à la mise en œuvre de l'accord de paix. Leurs récits de récents incidents sécuritaires divergent tout au tout. En Équatoria occidental, l'armée sud-soudanaise loyale au président Salva Kiir a affirmé avoir rencontré une hostilité de la part des troupes de l'armée d'opposition loyale à Riek Machar lors du démantèlement de Checkpoint, un démantèlement décidé lors du forum des gouverneurs fin 2024. Mais l'armée de Riek Machar, elle dénonce l'attaque et la capture d'une de ses bases de cantonnement par l'armée sud-soudanaise, un fait qui, s'il est confirmé par les instances de surveillance de l'accord de paix, serait inédit alors que le cessez-le-feu tient depuis 2018.
On parle sport à présent pendant qu'il est 7h et bientôt 20 minutes. Basketball, éliminatoire Afro-Basket en messieurs Angola 2025. La troisième et dernière fenêtre est programmée ce week-end au Maroc. Quant au football en Europe, Ligue des Champions, les qualifiés pour les huitièmes de finale via les matchs des barrages sont connus. Et sur le continent, éliminatoire CAN féminine 2026, le Mali joue contre le Gabon cet après-midi. Et le championnat national de Ligue 1 professionnel de football, la 13e journée a pris fin hier. Voyons tout cela avec Abdul Karim Kaba. Football championnat national de Ligue 1 professionnel, la 13e journée a pris fin hier. 3 rencontres étaient au programme. D'abord au stade Mamadou Konati. En première heure, le stade malien de Bamako s'est imposé devant l'AESCO par le score d'1-0. L'USFAS gagne 3-2 face à l'AS Police en seconde rencontre. Au stade Salif Keita de Kati, le Duniva a été tenu en échec par Afrique Football Elite à feu. Score final 1 partout. Déjà en résultat, les étoiles du Mandé ont perdu 0-2 face aux Scorpions de l'ASL de Bamako. L'Union sportive de Bougouba a battu l'AS Bakaridjan de Baraouli 3-1. Le FC Diarra et l'Union sportive de Bougouni ont conservé les capitales du coup d'envoi 0 partout. Nul 1 partout a sanctionné le match entre les 11 Qatar de Niala et Binga FC. Football toujours, cette fois-ci sur le plan continental. Éliminatoire de la CAN féminine 2026, le Mali joue contre le Gabon cet après-midi. Après une mise au vert de 5 jours à Libreville au Gabon, dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la CAN 2026, les Aigles Dames ont rallié Francheville ce mercredi. Au compte du match aller de cette double confrontation, les protégés du sélectionneur Mohamed Salim Ouseni affrontent les Gabonaises cet après-midi au stade de la rénovation de Francheville. Pour le sélectionneur Mohamed Salim Ouseni, son équipe est prête. À quelques heures de ce match, nous sommes arrivés à Franceville vers 14h, 15h. Toute l'équipe est arrivée. Les derniers qui devaient nous rejoindre également sont venus. Alors l'équipe est au complet. Donc nous sommes prêts, nous sommes confiants. Et l'objectif c'est de pouvoir remporter la première partie de demain. Coup d'envoi, 14h30 GMT. En Europe, Ligue des Champions, les qualifiés pour le 8e de finale via les matchs de barrage sont connus. Après les qualifications mardi du Benfica Lisbonne, du Bayern Munich, du Club Bruges et du Feyenoord Rotterdam, les 4 derniers tickets ont été compostés hier par le PSG, le Real Madrid, le Borussia Dortmund et le PSV Eindhoven. Tous rejoignent les 8 clubs qui avaient déjà décroché leur billet à l'issue de la phase des groupes. Le tirage au sort des 8e de finale aura lieu demain vendredi. Pour le 8e, chaque club sait qu'il peut tomber sur 2 adversaires. Toutes les équipes tête de série qui n'ont donc pas participé au barrage disputeront le match retour des 8e de finale à domicile. Basketball pour terminer, éliminatoire Afro-Basket en messieurs Angola 2025. La 3e et dernière fenêtre est programmée pour ce week-end au Maroc. La compétition aura lieu à Rabat au Maroc du 21 au 23 février prochain. D'ailleurs, l'équipe malienne s'est envolée mardi pour le Royaume chérifien. Logé dans la poule A, le Mali est en compagnie de la République démocratique du Congo, du Soudan du Sud et du Maroc, pays hôte. Au classement, 3e devant le Maroc, mais derrière la RDC et le Soudan du Sud. Le Mali misera sur l'expérience d'Ibrahima Chérif Haïdara, capitaine, Siriman Kanouté, Alou Fadjala Diarra, bien sûr, Ibrahima Djambo, pour préserver son rang. Place qualificative pour la phase finale de l'Afro-Basket 2025. Pour cette dernière fenêtre, le Mali fera sa première sortie contre la République démocratique du Congo demain vendredi 21 février à partir de 18h, avant d'enchaîner avec le Soudan du Sud samedi 22 à 21h. Enfin, le Mali et le Maroc croiseront le fer dimanche 23 février à partir de 17h. Chronique judiciaire. Dans un contexte de lutte contre la corruption et de transparence, les lanceurs d'alerte jouent un rôle important. Ils sont désormais protégés au Mali. Ils peuvent désormais signaler les abus sans crainte de représailles, à condition qu'ils remplissent les conditions. Les mesures de protection sont prévues dans l'article 243 à 97 du Code pénal. Elles démontrent que le Mali a franchi une étape importante dans la protection des droits de l'homme. Qui est lanceur d'alerte? Quelles conditions doit-on remplir avant de lancer l'alerte? Sur les traces du lanceur d'alerte dans la chronique judiciaire avec Gary Bopéra. Loin d'être un alarmiste, encore moins un traître ou un espion, le lanceur d'alerte est au service de l'intérêt général. Il met en lumière les pratiques non autorisées qui sapent la bonne gouvernance, le développement économique et social. Dr Boubacar Bokoum, enseignant-chercheur à l'université Kourkanfouga de Bamako. Le terme lanceur d'alerte est issu de l'anglais
whistleblower, qui signifie au sens littéral celui qui donne un coup de sifflet. Maintenant, pour définir ce terme de la manière la plus simple, on peut dire que les lanceurs d'alerte sont des personnes témoins d'actes et de pratiques contraires à la loi sur les lieux de travail et qui choisissent de dévoiler ces informations en considérant cela comme un devoir citoyen. Contre le traitement dégradant, la pollution environnementale, la déforestation, les cas d'abus ou de dysfonctionnement des services, le lanceur est là. Il siffle l'alerte sous le bouclier du code pénal. Ces mesures de protection sont prévues à l'article 243-97 du nouveau code pénal. Au terme de cet article, je cite, le dénonciateur est une personne physique qui révèle ou signale de manière désintéressée et de bonne foi un crime, un délit, une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. Tout le monde peut être lanceur d'alerte, mais attention, tout le monde ne profite pas de cette protection pénale. Pour tirer profit, il faut forcément remplir les conditions. Le lanceur d'alerte doit être une personne qui est de bonne foi. Le lanceur d'alerte doit être une personne désintéressée. Et le lanceur d'alerte doit agir dans le but de protéger l'intérêt général. Si tel n'est pas le cas, on pourra tout simplement le considérer comme étant un délateur ou un espion, voire un traître ou une taupe. Le régime de protection de lanceurs d'alerte ne s'applique pas dans certains secteurs. C'est le cas des informations ou documents qui sont déjà couverts par le secret défense. En revanche, les secrets relatifs aux affaires, à la santé, à l'économie n'empêchent pas l'exercice des droits du lanceur d'alerte. Le régime en faveur des lanceurs d'alerte protège, pour ainsi dire, la liberté d'expression garantie par la loi fondamentale. 7h27 minutes, nous sommes pratiquement à la fin de cette édition. Juste le temps de rappeler cette triste nouvelle. Le célèbre cinéaste Souleymane Cissé est décédé hier après-midi à l'âge de 84 ans. L'homme, dans sa carrière cinématographique, a reçu plusieurs prix, dont 2 étalons d'or au FESPACO, Festival panafricain du cinéma, et un carrosse d'or au Festival international de Cannes. Ce décès est une grande perte pour la nation malienne et le monde du cinéma. Présentation Moussa Papa Idara, mise en onde bien assurée par Ismaïla Diarra, mise en ligne Badji Touré, réalisation, coordination Ousmane Dao. Merci à tous pour votre attention. Tout de suite la page météo qui vous sera présentée par Djeneba Doumbia. Suivront les avis et communiqués. Ça sera une présentation également de Moussa Koulibaly. Merci à tous. N'oubliez surtout pas, mesdames, messieurs, garde le sourire. Quoi qu'il arrive, étincelante journée à tous sur le RTM.